Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous mensuel de la culture genevoise. Notre programme, comme à chaque fois, nous commençons avec un sujet d'actualité. Ce mois de mars, le festival Voix de Fête célèbre la musique francophone. Nous recevons sa co-directrice et programmatrice, Priscille Albert. Juste après, nous retrouverons la minute d'Aïdaï qui nous fait découvrir un nouveau coup de cœur de bibliothécaire. Le défi de décrire un livre en si peu de temps est relevé avec brio par les bibliothèques municipales. Viendra ensuite la discussion plateau. On parle aujourd'hui des manières de décarboner la culture. Nous recevons la directrice du musée d'ethnographie de Genève, Karine Ayeli-Durand, et le directeur du théâtre Amstramgram, Johan Montpart. Ensuite, nous rirons un peu avec la capsule irrévérencieuse du musée d'art et d'histoire de Genève. C'est Cinzia Cataneo qui revient commenter une seconde œuvre d'art. Suivra enfin l'agenda et ces 4 événements de la région à ne pas manquer. Vous savez tout, on y va ? Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. On entame cette émission avec le sujet d'actualité. Priscille Albert, vous êtes la co-directrice et programmatrice de Voix de Fête, le plus grand festival de musique actuelle francophone de Suisse. La manifestation célèbre cette année son quart de siècle. En 25 ans, c'est plus de 1500 concerts pour à peu près 800 groupes programmés. Quel est votre souvenir le plus fort ? Alors, il y en a beaucoup, bien sûr. D'où, bien sûr, les souvenirs du public qui sort avec le grand sourire d'un concert ou des échanges avec certains artistes. Mais il y a quelques années, on a accueilli un jeune rappeur qui avait pas 18 ans. Et puis, à la salle communale de Plainpalais, notre lieu central. Et puis là, il y a des jeunes qui ont commencé à s'infiltrer de partout dans le bâtiment. Donc, on devait vraiment les surveiller. Et on a dû exfiltrer l'artiste. Parce que sinon, c'était pas possible. Il allait se faire avoir par ses fans dans sa loge. Le public était hystérique. Ouais, le public était hystérique. Et c'était surtout à la fin, parce qu'il y a des triples plateaux en général. Donc, du coup, on avait des jeunes qui arrivaient de partout. Et on a dû trouver un plan. Donc, on était comme dans une série américaine en train de trouver un plan sur comment exfiltrer l'artiste pour que personne ne voit. Et on a trouvé un plan qui a extrêmement bien fonctionné. Donc ça reste un souvenir assez... C'était quoi le plan ? Vous avez fait comment ? Bon, on a réussi à faire partir des gens d'une certaine zone en leur disant voilà, on va peut-être fermer, mais sans qu'ils se rendent compte qu'il y avait anguille sous roche. Puis ensuite de faire venir un chauffeur de nos navettes qui arrive par une rue, qui s'arrête par une porte secrète. On fasse sortir l'artiste, il monte dans le van et il part. Et tous les autres fans étaient dehors en train de croire encore qu'il allait être là ou là. Voilà. Et dans ces cas-là, vous arrivez à ne pas être trop stressé, à mettre, je sais pas, l'adrénaline au service Complètement, moi j'adore. Enfin non, j'adore pas exfiltrer les artistes, mais disons que j'adore quand mon collègue Guillaume aussi, cette improvisation. C'est ça. Faut trouver des solutions et ça peut être sur le festival, faut trouver des solutions pour tout le temps, dans tous les domaines. Donc c'est notre rôle et c'est assez excitant. Ouais. Alors le festival cette année aura lieu du 20 au 26 mars. Quels seront les moments forts de cette édition ? Alors il y en a beaucoup. Déjà, les moments forts, c'est comme d'habitude, on va dire, on a quand même 50% d'artistes suisses sur le festival. Il est né pour ça, pour mettre une lumière sur les artistes suisses. Et on a un gros focus sur les artistes aussi africains cette année, qu'on accueille via aussi un partenariat avec Shomi. Donc, on a fait une sélection de 4 artistes africains qui vont venir de 4 pays différents. Enfin, il y a une artiste qui ne pourra malheureusement pas venir parce que c'est des histoires de visa. Mais en tout cas, c'était le projet. Et puis, Joe Deplimp, qui est un artiste genevois, un rappeur, qui invite des artistes du Sénégal et de Côte d'Ivoire. Et ça va être un grand moment aussi au Casino Théâtre où il va partager le plateau aussi avec Blik Bassi. Donc voilà, il y a tout ce moment, on va dire, où on peut accueillir ces artistes qui viennent d'Afrique avec des collaborations avec les artistes suisses. C'est quand même un des gros points. Et puis sinon, on a des projets spéciaux qui sont des projets satellites, mais je ne sais pas si je les développe maintenant non plus. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le premier projet qui a déjà été dévoilé lors de notre conférence de presse, c'est le projet Toi aussi. Donc, si toi aussi, tu as 25 ans en mars 2023, mais en mars, pas en avril ou en février ou comme ça, eh bien, on offre un billet le concert du choix de la personne, en fait. Génial. Voilà, donc, on se disait que si des jeunes ont le même âge que le festival, c'était chouette. Et puis... Comment ils doivent faire, du coup, s'ils ont envie d'une entrée gratuite ? Alors, ils peuvent aller sur notre site et puis écrire directement à Mathias qui s'occube de la billetterie. Mais vraiment, il faut être né en mars. Oui, parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y en a qui essayent, mais ça ne marche pas. Voilà, 25 ans en mars, et puis ils peuvent faire le choix de la soirée, en fait. Donc voilà, on trouvait que c'était bien de le faire. Et puis, le 1er mars prochain, on va dévoiler
nos autres satellites, donc les autres surprises qui tournent autour du festival. Donc, je ne peux pas les dévoiler là. Très bien. Mais, Vous proposez un concours de musique actuelle francophone pour les jeunes, la Lentille. Exact. C'est sa 7e édition. Comment ça marche? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire, hein? Oui, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 26 février, si je ne me trompe pas. C'est pour les groupes avec des jeunes du Grand Genève et de Suisse romande, moins de 27 ans. Il faut avoir moins de 27 ans. On fait une sélection sur écoute. Et puis ensuite, il y a 3 artistes qui viennent se présenter au Chat Noir le mardi 21 mars. Et ils vont recevoir des prix, c'est souvent des prix d'accompagnement. Donc, soit pour aller à un tremplin suivant, soit des accompagnements de travail, etc. Donc, c'est quand même un tremplin qui est important pour continuer, on va dire, le travail au niveau du groupe. C'est un travail en profondeur. Les billets sont disponibles sur votre site, au service culturel Migros, au stand info Bel-Exer. Est-ce que, encore une dernière petite information avant de nous quitter? Moi, j'ai envie de dire, allez tout découvrir, écouter tous les artistes sur notre Parce qu'il y en a tellement, c'est dur c'est là de faire une vitrine exacte. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui ne connaissent pas Aurélie Saada, c'est la moitié d'une Brigitte. Donc, vous connaissez sûrement Brigitte, le groupe. Elles ont scindé le duo. Donc, allez écouter Aurélie Saada, parce que ça vaut la peine de venir la voir. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. De la musique, on passe à la lecture avec un coup de cœur de bibliothécaire. Voici l'interview express proposée par les bibliothèques municipales d'Aïdaï. D'Aïdaï première 0,9%. Viol, Australie, justice. Ouais. En 36 secondes, alors c'est l'histoire de Jeanne Brooke. C'est sa propre histoire qui s'est fait violer en Australie et elle raconte la justice en Australie et elle en tire des parallèles avec la justice telle qu'elle se voit en Europe. C'est édifiant. 0,9%, c'est le taux de personnes, de violeurs qui se font condamner par la justice après un viol. C'est misérable, c'est une totale impunité. Et elle raconte comment ça se passe en Australie et pourquoi le système est différent et pourquoi il y a un meilleur taux de réussite et c'est magnifique. On le trouve aux bibliothèques municipales et puis on le trouve aussi au bibliobus, c'est aussi les bibliothèques municipales en fait. Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur One TV, présenté par Marie-Ève Musy. Genève, ville de culture. Nous arrivons à la discussion dans Culture Mag. En matière de réduction carbone, la Suisse est mauvais élève. Entre 2000 et 2019, nos émissions de CO2 auraient augmenté de 36%, alors que celles des pays voisins, la France ou l'Allemagne par exemple, ont diminué. Heureusement pour l'avenir de la planète, dans certains domaines, des institutions agissent et repensent leur politique climatique. On s'intéresse aux actions du milieu culturel. Pour la première fois en Europe, un musée remporte un label pour son engagement durable. Il s'agit du musée d'ethnographie de Genève. Un autre établissement de la ville, le théâtre Amstramgram, a engagé récemment le même processus. Nous recevons son directeur, Joanne Montpart, et la directrice du MEG, Karine Ayélé-Durand. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, au mois de décembre, le MEG a été labellisé THQSE. Ce sigle signifie très haute qualité sociale, sociétale et environnementale. Karine Ayélé-Durand, comment avez-vous obtenu ce certificat? À quoi votre institution s'est-elle engagée? Alors, l'institution s'est engagée déjà il y a plusieurs années à réduire son empreinte carbone, mais également à mettre en avant plusieurs éléments, notamment la cohésion vis-à-vis de notre territoire, donc travailler le plus possible avec des partenaires les plus variés possibles, et en même temps penser à la cohésion à l'intérieur même de l'équipe. Et ça fait en fait cette caractéristique d'avoir eu cette labellisation THQSE qui prend en compte les questions environnementales, mais aussi sociales et sanitaires en général.
Alors, Joanne Montpart, le théâtre Amstramgram a entamé le même processus de labellisation plus récemment, il y a 1 an. C'est une démarche qui s'étend sur la durée. Quelles sont les différentes étapes avant l'obtention du certificat ? Oui, alors pour faire simple, il y a tout d'abord un premier audit, une première enquête en quelque sorte qui est faite au sein de l'institution par rapport à toutes les pratiques. C'est vrai, toutes celles qui peuvent concerner la durabilité, mais aussi toutes les questions sociétales, par exemple de gouvernance, ou alors même effectivement dans ce que on appelle le champ d'influence de l'institution. Qui sont un petit peu remises en question, remises au débat. Ensuite, il y a un deuxième, en quelque sorte, examen qui est fait sur la base de documents et un peu plus poussé. Et ensuite, il y a un comité de pilotage qui se crée avec un plan d'action. Et ce plan d'action est assez vertueux parce qu'on peut choisir en fait les endroits sur lesquels on peut agir assez rapidement. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que, comme le disait Karine, dans l'équipe, ça a créé une très belle dynamique en fait, une dynamique de conscience tout d'abord, et une dynamique aussi d'action. Parce que toutes les actions sont en fait possibles, envisageables. Elles peuvent effectivement compter dans la labellisation, même si c'est pas moi ce qui m'intéresse au premier lieu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la dynamique que ça crée au sein de l'institution. Et puis aussi, dans ce champ d'influence, par exemple, en parlant avec les différentes directions de théâtre à Genève, on en parle, on en débat, et puis du coup, il y en a d'autres qui s'intéressent, et ainsi de suite, et ça crée une sorte de belle dynamique à l'intérieur de l'institution et aussi à l'extérieur. Quels sont vos projets durables concrètement, par exemple ? Alors, sur la durabilité, vu que ce n'est qu'une partie de la démarche THQSE, sur la durabilité, nous, très sincèrement, ça a commencé par même les toutes petites actions. C'est-à-dire, ça peut être même les poubelles de tri à la base, qui sont même pas, disons, qui sont une évidence, mais pas forcément partout. Et puis après, quel papier on emploie, quelle encre on emploie pour les programmes. Nous, en arrivant, par exemple, on avait un tirage de programme qui était à 45 000 exemplaires. Eh bien, on a réduit à 23 000, puis à 17 000. Comme quoi, c'est une démarche en cours. Et on se pose des questions sur, en fait, ensuite, comment cet objet, je parle de la plaquette de saison, ce petit livre dans lequel il y a tous les programmes d'une saison, reste un objet qui est, pardon du terme trivial, mais qui est cool pour les enfants. C'est de la matière, c'est du toucher. On travaille avec un gaufrage qui se veut, certes, conscient en termes de durabilité, mais ça reste un objet. Et un objet, ça ne prend pas de place sur les serveurs. Ensuite, on essaie de réduire au maximum l'empreinte de ces objets-là. Et pour le reste, on fonctionne comme tout le monde via le web, etc. Du côté du MEG, vous avez dit que donc, vous travaillez sur plusieurs niveaux, les collections, les expositions, les publics aussi. Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actions, par exemple, au-delà du recyclage, on va peut-être axer sur les collections. Vous travaillez avec les peuples autochtones ? Oui, alors là, on est plutôt dans le domaine du pilier sociétal, de la labellisation, du label, de la démarche. Oui. Quand on dit sociétal, donc notamment par rapport aux peuples autochtones ou les communautés en général, l'idée c'est vraiment de changer la perception. Ce n'est plus le musée qui travaille de manière isolée pour présenter des objets dans une exposition, par exemple. On tend vraiment à collaborer et à co-construire nos projets d'exposition avec les communautés concernées. Et ça concerne aussi l'étude des collections. Et c'est à peu près la même chose. On fait des recherches sur l'origine de ces objets. On comprend mieux leur biographie, c'est-à-dire comment ces objets sont arrivés jusqu'à nous, jusqu'à Genève. Et on le fait en collaboration avec les communautés concernées, qui auront aussi toute une information à nous transmettre sur l'origine de ces objets, comment ils ont été fabriqués, pourquoi ils sont arrivés chez nous, et ainsi de suite. Merci. On va s'intéresser au public dans quelques instants. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Vous sensibilisez et informez énormément aussi. De quelle manière ? Oui, on informe de plein de manières par nos activités, pour tous les âges. On a par exemple un cycle qu'on appelle le cycle des rendez-vous pour réfléchir et agir, qui a lieu le dimanche de gratuité du musée, le dimanche toute la journée. Et ce cycle, par exemple, se compose de plusieurs éléments. Il peut y avoir toute une visite des expositions avec cette optique de comment on fait concrètement pour réduire nous-mêmes dans notre quotidien notre empreinte carbone. Donc, on a par exemple eu plusieurs initiatives ces derniers mois où on peut avoir des ateliers de recyclage de nos vélos, recyclage de nos vêtements, apprendre aussi à récupérer, à repriser
Non, Vous pas faites ça avec simplement qui acheter. en collaboration Avec toujours des partenaires locaux, Ok. des associations locales. Donc, par exemple, quand on avait Parce que je notre... me dis, c'est pas donné à n'importe qui de savoir recycler un vélo. Donc, Non, faut justement, quand même donc on a avoir des vraiment, spécialistes. oui, on travaille vraiment avec, là, on a travaillé avec la bicyclette bleue, par exemple, où vraiment les ateliers étaient présents dans le musée, au niveau du foyer, et les gens étaient vraiment invités à venir avec leur propre vélo, pour d'abord qu'on leur montre comment faire, et qu'ensuite s'y mettent aussi eux-mêmes à réparer leur propre vélo. On a fait ça aussi avec des vêtements, et avec, par exemple, des téléphones portables. Ça, c'est un exemple très concret. Mais à côté de ces cycles, à la fois d'apprentissage et puis de préparation, on a aussi des ateliers spécifiques, notamment pour les jeunes enfants, en se posant la question, mais comment on fait pour sensibiliser de jeunes enfants à la question de la pollution des océans, par exemple. Là, on le fait avec une conteuse qui nous accompagne et qui a conçu, en collaboration avec une association dans le détroit de Torres, donc dans le Pacifique, tout un conte qui amène les enfants le long des océans pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que c'est que ces filets fantômes qui flottent dans les océans. Les enfants, c'est quelque chose que vous connaissez, Joanne Montpart. Vous proposez des agoras intergénérationnels. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, c'était... Sur des thèmes vraiment, la fluidité des genres, ou je ne sais pas sur quoi porte la prochaine. Sur l'eau. Sur le thème de l'eau. Et effectivement, et comme le disait Karine, il y a des ateliers qui sont créés. Alors, on a fait un atelier au sein des agoras d'écriture de pancartes militantes. C'était assez drôle, mais à hauteur d'enfant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des messages qui sont écrits par eux. Puis il y a comme ça un nombre, il y a des ateliers dans l'agora sur la génération fluide, sur l'écriture inclusive, dans laquelle on apprenait beaucoup de choses et on balançait aussi beaucoup d'idées préconçues. Les agoras, pour ce cadre, on va dire, qui se crée, c'est vraiment à l'origine cet endroit où la parole est horizontale. C'est-à-dire, moi, je crois, c'est mon rêve à Amstramgram, que pour le monde du futur, il faut l'éclairage de l'enfance et de la jeunesse. Il y a en quelque sorte, je ne voudrais pas dire que nos générations sont un petit peu disqualifiées, mais il y a une décontraction, une envie d'action, une santé dans la pensée de ces jeunes générations qui permettent d'envisager un futur engageant. Et un futur aussi, comme on le disait pour la démarche THQSE, où chaque action, en fait, est possible, compte, et en quelque sorte dégage un champ énergétique, parce que au théâtre, je suis dans cette illusion qu'on peut travailler aussi à des champs d'énergie qui se déploient. Et les agoras, c'est vraiment un échange qui a dans un partage de vues, de connaissances, d'expériences contrastées, de perspectives, dans un dialogue intergénérationnel, dans une horizontalité dans laquelle la voix des plus jeunes compte autant que celle des adultes. Et dans cet échange-là, en fait, il y a des solutions qui sont en quelque sorte imaginées pour le futur. Et ensuite, nous, au Théâtre Amstramgram, on tâche d'aller plus loin et de passer vers les politiques, d'envoyer des messages, par exemple, au Conseil fédéral ou alors à Agenda 21, qui est un service durabilité aussi de la ville de Genève, qui sont présents dans les agoras maintenant. C'est devenu des partenaires avec toutes les associations. Et puis ainsi, pouvoir en quelque sorte créer une dynamique positive et non pas déprimante, parce qu'elle passe par l'action et par l'analyse sur toutes ces questions en fait qui concernent notre planète, quoi. Ouais, merci beaucoup pour ces détails. Une dernière question rapidement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui suivent vos exemples? Votre exemple au Théâtre Amstramgram et au MEG? Alors, il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui suivent. Mais par exemple, au niveau du temps, c'est combien de temps de réunion par semaine? Vous, le MEG, ça fait quand même des années que vous avez lancé le processus. Est-ce qu'il y a toujours encore des ajustements à faire ou au bout d'un moment, ça devient un réflexe? Alors, il y a des choses qui deviennent réflexes, mais c'est une amélioration continue. C'est ça qui nous plaît aussi dans cette démarche et dans cette labellisation. C'est qu'on ne va pas s'arrêter là en se disant en 2023, c'est bon, on est labellisé. C'est qu'en effet, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Donc, on a des plans d'action, pour être un peu managérial comme ça. On a des plans d'action et on suit le plan d'action. Et notre idée, c'est vraiment de continuer à s'améliorer. Il y a énormément d'institutions, notamment dans le domaine culturel, qui s'intéressent à cette démarche et qui vont très, très, très certainement aussi aller plus loin dans ce domaine-là. Super, on espère. Merci beaucoup d'être venu en plateau. Merci. Dans Culture Mag, on enchaîne avec une capsule irrévérencieuse. Chaque mois, le Musée d'art et d'histoire de Genève nous propose d'approcher une œuvre de manière décontractée. Pour la deuxième fois, nous avons une intervention de l'humoriste Cinzia Cataneo. On redécouvre avec elle le lac Léman.
la capsule irrévérencieuse d'Humain, le musée d'art et d'histoire de Genève. Hello les amis, aujourd'hui on va parler de l'œuvre Le Lac Léman et le Mont Blanc avec cygne de Ferdinand Hodler. Cette toile, c'est l'une des dernières œuvres que Ferdinand Hodler a réalisées. Méga classe! Un des derniers trucs qu'il a fait dans sa vie, c'est ça. Franchement, ça aurait pu être un vieux truc, hein, une vieille croûte ou un gribouillis en bas de sa liste de courses. Non, c'est ça. Cette peinture, elle a été réalisée depuis la fenêtre de sa chambre au 29 quai du Mont Blanc. Comme quoi, hein, ça paye au final d'être peintre. Non mais disons que s'il habitait à Annemasse, ça aurait été moins sympa, quoi. Enfin, il aurait fait des tableaux du centre commercial des Trembières, c'est bien aussi. Hodler, à la fin de sa vie, ce qu'il kiffe faire, c'est des œuvres qui font la synthèse entre un paysage topographique exact et une vision idéalisée. Bon, après, c'est aussi une excuse si je sais pas très bien dessiner, quoi. Enfin, c'est Genève, mais à peu près, quoi. Ce tableau, il est à la limite de l'abstraction. Et là, je te vois venir, un gamin de 8 ans, il pourrait le faire. Ben non, Janine, parce que si tu ouvres les yeux, et ben qu'est-ce que tu vois? C'est le lac de Genève, Léman. Donc oui, si tu ouvres l'œil, tu vois que c'est le lac Léman. Bon, vert. Mais pourquoi pas? On ne sait pas. Hein, peut-être à l'époque, il était infesté d'algues. Bah ouais, c'était plus sauvage, quoi. Enfin, il n'y avait pas tous ces touristes en paddle, pas de reggaeton à toute berzingue qui fait fuir les poissons. Donc vert, sauvage, quoi. En haut du tableau, il y a une strie bleue, comme ça, qui représente le Maule, la chaîne des Alpes, le Mont Blanc et le Salève. Bon, là, je fais méga genre, mais j'ai googlé, hein. Je suis nulle en montagne. Hodler, il peint la nature de manière très simplifiée. En fait, voilà, comme un kéké, il enlève tous les détails superflus et il va droit au but. Mademoiselle, vas-y, file ton snap! Ferdinand Hodler, il est méga fort. Il arrive à représenter tout ça en 2D sans perspective. Voilà, c'est un petit peu comme les paroles de Kinvey, il n'y a aucune profondeur. Au premier plan de l'œuvre, il y a 6 signes. C'est ultra technique à dire, hein. 6 signes. Ouais, pardon, je m'enflamme. 6 signes, 4 têtes en haut, 2 têtes en bas, qui vont comme ça rythmer l'œuvre comme des notes de musique. C'est beau, non? Cette magnifique couleur orange, c'est le symbole d'une aube naissante et un signe d'espoir dans la fin de vie de Ferdinand Hodler. Bon, après, il meurt droit derrière, donc ouais, c'est poétique, c'est bien. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. On arrive au moment consacré aux événements culturels. Chaque mois, on en découvre de nouveaux pour le bien-être de notre esprit. Que se passe-t-il en ville de Genève actuellement? Dans le cadre du Printemps de la Poésie, la Maison de Rousseau et de la Littérature vous invite à une lecture musicale. Les poétesses Cassiane Pfound et Laurence Verret partageront leur soirée du 24 mars avec l'ensemble Contre-Champ et le public, évidemment. Il s'agit d'une rêverie éveillée, la 3e du genre cette année. La Bibliothèque de Genève propose jusqu'en juin une exposition de photographie à cheval sur la frontière. Les fabricants d'images Gédéon Regard et Adrien Bonnefoy ont immortalisé les habitantes et habitants du Grand Genève à une époque où ce territoire ne portait pas encore ce nom. Les portraits de regards croisés ont été capturés il y a plus de 100 ans. La ville de Genève développe des projets de lutte contre les discriminations liées au genre depuis plus de 10 ans. Du 2 au 12 mars aura lieu la semaine de l'égalité. Les événements programmés sont tout public, gratuits pour la plupart et en accès libre. Même si pour certains, il vaut mieux s'inscrire à l'avance. Le focus, en 2023, porte sur les inégalités économiques. Mélanie Croubalian nous fait découvrir des personnalités de la scène romande comme on ne les a jamais vues. Ce sont les lives au théâtre Le Crève-Cœur. Il y en a 3 cette saison. Celui du 26 mars est un peu particulier car il intervient le jour de l'anniversaire de la mort de Sarah Bernard. Cela fera exactement 100 ans qu'elle est décédée. Ce moment d'exception tournera en partie autour d'elle avec les comédiennes Marie Probst et Pascal Vachou. Tous les détails de ces manifestations se trouvent sur genève.ch/agenda. Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève. Cette 5e émission de Culture Mag touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour visionner les épisodes précédents, c'est simple, ils sont disponibles en replay sur le site de One TV et sur la chaîne YouTube de Radio Lac. On se retrouve en mars pour notre plein de culture mensuelle. D'ici là, portez-vous bien.
Culture Mag sur Radio Lac et One TV, en partenariat avec la ville de Genève.